Amateurs de sciences iconoclastes, bonjour. Aujourd'hui, je vais changer complètement de sujet. Je vais laisser tomber la physique pour une fois. On m'accorde quelques jours, une journée de vacances. Et je voudrais parler de quelque chose qui, à mes yeux, est une science, mais qui ne l'est pas aux yeux de tout le monde. Il s'agit de l'économie. Alors, c'est un sujet qui énerve beaucoup les économistes. Ça les énerve beaucoup de voir que l'économie n'est pas considérée comme une science. Et quand j'étais jeune, j'avais été frappé par les propos de Françoise Giroud qui disait « L'économie n'est pas une science, c'est plutôt une méthode d'interprétation des statistiques ». Alors non, pas du tout, c'est une science. Et c'est pour ça que j'ai mis ce petit livre, la couverture de ce petit livre qui est écrit par deux économistes éminents qui sont de grands professeurs en la matière, Pierre Cahuc et André Zilberberg, qui ont intitulé leur livre « Le négationnisme économique ». Donc les gens qui sont négatifs envers cela, qui nient que l'économie soit une science. Alors ce livre montre un certain nombre d'exemples dans lesquels effectivement l'économie doit être considérée comme une science et traitée comme une science, et les problèmes économiques sont traités, sont examinés exactement de matière scientifique comme le ferait dans n'importe quelle autre matière scientifique. Et puis il y a longtemps que j'avais un petit rêve, alors je me suis dit je vais jouer un peu, je vais le faire. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver en économie des théorèmes comme on en trouve dans d'autres sciences? Alors il est évident que c'est beaucoup plus difficile parce que l'économie fait aussi intervenir pas la psychologie, disons la psychologie sociale et la sociologie. D'ailleurs, à une époque, certains esprits soi-disant brillants voulaient, en France, dans l'université française, classer l'économie avec la sociologie. Et heureusement que notre prix Nobel dans la matière, Jean Tirole, a écrit au président de la République de l'époque pour s'élever contre ça, et il a effectivement obtenu raison. Heureusement d'ailleurs, parce que la sociologie influe effectivement sur l'économie, mais l'économie est bien autre chose que de la sociologie. Alors voilà, je vais m'amuser un petit peu. Vous voudrez bien me pardonner de ma prétention, mais je suis toujours prétentieux, vous le savez, pour ces choses-là. Alors je vais essayer de trouver un théorème en la matière. Alors je vais partir de quelque chose de très simple, parce que sinon je n'en sortirai pas, c'est évident. Alors je vais imaginer deux personnes qu'on appelle des agents économiques. Donc, voici un, on va appeler A, ou Alice. Après tout, comme en physique, nous sommes en sciences. Et celui-ci que nous appellerons Bob. Et alors Alice et Bob sont des gens totalement interchangeables. Nous avons là une population qui est très réduite, mais qui est parfaitement homogène. C'est-à-dire qu'ils pensent la même chose, ils ont les mêmes désirs, ils ont exactement les mêmes choses, ils sont identiques en tout point. Je vous l'ai dit, il faut simplifier si on veut arriver à quelque chose, parce que c'est très compliqué dans la réalité. Alors nous avons donc une population homogène de deux personnes qui disposent tous les deux d'un même pouvoir d'achat, et on va le chiffrer à 10 €. Et on va leur dire, voilà, vous pouvez acheter un objet que l'on va placer ici. Alors cet objet, c'est ce que vous voudrez. Ça peut être un dépente-pneus, un bonbon, un chou farci, n'importe quoi. Et on va dire cet objet vaut 10 €. Alors lequel des deux le veut? Alors comme ils sont parfaitement interchangeables, les deux le veulent. Et on leur dit quel prix proposez-vous? Alors il est bien évident que si l'un propose 5 €, l'autre va dire mais j'en propose 6. Comme ils disposent chacun d'un pouvoir d'achat de 10 €, c'est-à-dire exactement le même, ils vont en arriver à dire mais je propose 10 €. Et chacun va proposer 10 €. Et ensuite, on va leur dire, écoutez, on va vous donner 1 € de plus à chacun. Donc, ces 10 €, on va rajouter 1. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Les deux vont proposer 11 €. Donc, un théorème, alors sur quelque chose d'extrêmement simple, encore une fois, je répète, c'est même parfaitement caricatural. Les deux vont proposer 11 €. Et donc, à ce moment-là, je vais me permettre de dire que dans une économie totalement fermée, avec des agents économiques, enfin une économie totalement homogène, avec des agents économiques totalement
identique, la hausse des prix est égale à l'augmentation de la masse monétaire. Nous avons augmenté la masse monétaire de 10% et les prix augmentent de 10%. Voilà mon petit théorème. Je me suis amusé à faire ça. Ça paraît idiot. J'ai la prétention de penser que ça n'est pas tout à fait. Parce que, allons un petit peu plus loin. Disons maintenant, nous avons toujours donc une économie totalement fermée, donc pas d'influence extérieure, pas de guerre en Ukraine, pas d'augmentation du prix du pétrole, rien du tout. Nous avons toujours les mêmes biens de consommation en circulation. Nous avons des agents économiques qui sont totalement identiques les uns avec les autres. Si au lieu d'en avoir deux, on en avait mis trois, ça aurait été pareil, ils auraient proposé 11 euros. Et si on en avait mis 10 millions, ça serait pareil, ils auraient proposé 11 euros. Donc on est parti avec deux, mais là déjà on arrive à autre chose. Et je me permets de dire que c'est un théorème, ça peut être considéré comme un théorème, dans une économie totalement fermée et totalement homogène, avec des agents économiques parfaitement identiques, la hausse des prix est équivalente et la même que l'augmentation de la masse monétaire. Et alors après, évidemment, il faut compléter tout ça, il faut le compliquer, parce que le problème, c'est que les agents économiques ne sont pas identiques. Alors ça, après, là, on rentre dans les études de sociologie, d'études économiques d'abord, bien sûr. On rentre dans la sociologie, on rentre dans la psychologie sociale. Nous avons d'abord le fait que certains sont portés à thésauriser, d'autres ne le seront pas. C'est-à-dire que certains vont dire, écoutez, moi, votre démonte-pneu ou votre chou farci ne m'intéresse pas, je préfère mettre mes 11 euros de côté. Donc, ils n'interviendront pas sur le jeu. Ça ne change pas obligatoirement le théorème, parce que si on prend trois agents économiques, que sur les trois, il y en a un qui dit non, moi, mes 11 euros, je me les garde, je ne veux pas les mettre dans le jeu va rester le même entre les deux autres. Et le prix passera identiquement de 10 à 11 euros. Alors maintenant, si on en a beaucoup plus et si ça se transforme, c'est différent. Là-dessus, il y a des influences qui peuvent se mesurer, qui peuvent faire l'objet effectivement d'une science. Il y a donc le taux de thésaurisation, bien sûr, la vitesse de circulation de la monnaie, parce qu'il est bien évident que là, nous avons pris deux personnages qui ne bougent pas, mais en fait, dans la vie réelle, l'argent circule, il y a des mouvements monétaires qui ont leur influence. Prenons par exemple, si on prend deux salariés, leur situation va évoluer au cours du mois. Ils vont recevoir leur salaire en début de mois, en fin de mois, ils auront fait les dépenses du mois et leur situation ne sera pas la même. Ils seront positifs, négatifs, ayant tout dépensé, mais pas plus que ce qu'ils avaient. Ça sera différent. Leur comportement ne sera pas le même. Mais tout ça peut se mesurer. Voilà, alors je me suis amusé. Je me suis amusé à faire un petit théorème. Le mois prochain, je reviendrai à la physique. Mais je ne reviendrai plus sur la relativité restreinte, puisque je pense que là c'est fini. On va passer à autre chose. Voilà, je ne sais pas si ma petite récréation vous a amusé. Moi, elle m'a un peu diverti. Et j'ai la prétention de penser que mais c'est pas tout à fait idiot. Il y a quand même quelque chose à en tirer. Et je suis convaincu de toute façon que dans un avenir plus ou moins lointain, parce que ça ne sera sûrement pas demain, mais un jour, l'économie sera devenue, enfin c'est déjà une science, mais ça sera devenu une science exacte. Comme la médecine, qui était autrefois, du temps des Grecs, on se contentait d'examiner les humeurs, comme on disait. Et puis, petit à petit, c'est devenu, non pas une science, la médecine est un art, mais qui s'appuie sur d'autres disciplines qui, elles, sont scientifiques, comme la radiologie, la biologie, et la médecine devient de plus en plus scientifique. Et le jour où on sera capable de mesurer tous les taux d'hormones, d'abord de connaître tous les gènes, toute leur façon de s'exprimer, toutes les hormones, etc., et toutes leurs influences, on peut imaginer que la médecine devienne totalement scientifique. Évidemment, on en est très loin, en économie aussi. Voilà, et je ne sais pas si je vous ai amusé, moi en tout cas oui. J'espère que je vous ai amusé un petit peu. À bientôt.